La programmation orientée objet peut être vue comme étant une extension de la programmation procédurale. Cette extension permettant de mettre à votre disposition un certain nombre de concepts supplémentaires. Parmi ces concepts, on peut notamment parler de l'encapsulation. L'encapsulation, ça consiste à sécuriser vos types de données pour garantir que tout changement d'état sera normalement validé et cohérent. Afin de mieux comprendre la chose, je vous propose de prendre votre atelier de développement et de créer un nouveau projet C++ sur lequel nous allons travailler. Nous allons appeler ce projet Rational. Effectivement, nous allons utiliser la notion de nombre rationnel. Nous allons chercher à la coder en C++. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas, si vous préférez, on peut parler de fractions. Par exemple, 3/8, 4/5, ce sont des fractions, ce sont des nombres rationnels. Alors pourquoi prenons-nous souvent ce type en guise d'exemple quand on introduit la programmation orientée objet? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose assez importante, mathématiquement parlant, un nombre rationnel ne peut pas avoir son dénominateur qui est à nul. Dit autrement, je ne peux pas diviser par 0, c'est mathématiquement interdit. Comment garantir que notre programme détecte une éventuelle division par 0 et ce le plus tôt possible? C'est à cette question-là que nous allons chercher à répondre dans ce tuto. Donc regardez, je crée donc un projet Rational, il est donc de type Hello World C++ Project et donc nous sommes ici sur une plateforme Linux. Parfait. À partir de là, je fais une toute petite configuration qui va me faciliter la vie. Regardez, j'ai demandé les propriétés du projet en faisant bouton droit sur le projet et en sélectionnant Properties. Ensuite, je sélectionne ici l'entrée C++ Build et à ce niveau-là, vous avez trois onglets. Vous prenez l'onglet Behavior dans lequel vous avez une case à cocher Build on Resource Save. Je sélectionne cette case à cocher et je fais OK. Cela me garantit que dès lors, à chaque fois qu'il y aura une modification dans mon projet, dès lors que je vais sauvegarder ce projet, la recompilation sera automatique. Parfait. Vous pouvez sinon cliquer sur le marteau ici pour forcer une reconstruction. Parfait. Donc à partir de là, ce que je vous propose de faire, c'est de renommer ce fichier en main.cpp. Il s'agira de notre point de démarrage de notre programme. Et nous allons y rajouter, autant pour moi, nous allons rajouter dans ce projet deux fichiers. Dans un premier temps, on va commencer déjà par un fichier d'entête. Nous allons l'appeler rational.h. Très bien. Bon, n'oubliez pas, un point H doit être protégé contre l'inclusion multiple, c'est ce qui est fait ici. If not defined, c'est ce que dit cette instruction du préprocesseur, si if not defined de cette macro, dans ce cas-là, on la définit, comme ça pour le coup d'après, elle sera définie maintenant, et on va rajouter dans le fichier incluant ce point H, le contenu ici présent. Et donc c'est dans ce contenu que nous allons ici mettre notre première structure. Cette structure, donc c'est une structure quasiment comme à la C, et donc elle va définir deux champs, un numérateur et un dénominateur. Parfait. Pour le moment, je m'en arrête là. Je reprends mon main.cpp. Bien entendu, j'inclus ce fichier rational.h. N'oubliez pas, quand vous incluez un fichier dans votre projet, vous devez remettre des doubles guillemets et non pas des inférieurs supérieurs. Très bien. Et donc, je vais créer une variable R qui sera de type rational, du type de la structure qu'on vient de définir. À partir de là, je vous propose de faire r.numerator égale 1, r.denominator égale 2, et donc nous avons ici la fraction 1/2. Et je vous propose de faire un affichage. Pourquoi pas, on pourrait commencer notre affichage par un caractère crochet ouvrant,
Derrière, nous pourrions y mettre un numérateur, suivi d'un caractère divisé, suivi de notre dénominateur, et puis pourquoi pas d'un crochet fermant. Bon, et puis ici, je rajoute une fin de ligne. Si je m'en arrête là, et si je lance mon programme, bon, ben nous avons notre fraction 1/2. Très bien. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui m'empêche ici de venir y coller un 0 ? Ben, a priori, rien du tout. Là, notre programme, c'est correctement terminé. Ici, vous avez l'exit value 0, donc il est sorti proprement, impeccable. Mais imaginons 2 secondes que là, nous avions un traitement qui prenait 100 millisecondes. Pourquoi pas? Nous avons commis une erreur ici, parce que nous avons réussi à affecter 0 dans notre structure, alors que c'était un état incohérent. On imagine 100 millisecondes, c'est cool, on est passé dans un grand nombre de lignes de code au niveau de votre programme. Et plus loin, plus tard, bah pourquoi pas, nous aurions pu avoir quelque chose de ce type-là. Je prends un résultat, et ce résultat, c'est mon numérateur divisé par mon dénominateur. Mais donc ça s'exécute bien plus tard, et pourquoi pas ailleurs dans le programme, et non pas forcément dans ce fichier. Imaginons. Et puis là, on pourrait envisager à ce qu'il y ait un affichage. Regardez là, je fais juste un affichage avec un simple séparateur comme ça. Et puis un cout avec mon résultat. Oui, et ici, bien entendu, un point-virgule. Bien entendu. Bon, eh bien, regardez, si je lance ce programme, cette ligne-là ne s'affiche malheureusement pas. Notez aussi qu'on est sorti en erreur. Hein. On n'est pas passé par notre return 0, on a eu une erreur qui a été produite. Alors là, c'est pas complètement évident de voir qu'il y a eu une erreur, mais au pire, vous auriez pu avoir une console. Regardez, je me localise dans le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, plus précisément dans le répertoire debug, et là, je lance mon exécutable. Bien, effectivement, nous avons eu une division par 0, et donc nous sommes ici en core dump, mon programme est arrêté. Donc en C, rien ne m'empêche de passer une donnée dans un état incohérent. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux en C++? Et c'est là qu'intervient le concept d'encapsulation. Afin de mieux comprendre les choses, regardez, ici j'aurais pu mettre un mot-clé private suivi d'un 2 points. Ça permet de définir un bloc, et je dis que dans ce bloc, ces éléments deviennent privés. Ça veut dire que maintenant, seul le type de données rational est en mesure de pouvoir accéder à numérateur et à dénominateur. Eh bien, regardez bien, maintenant, j'ai un certain nombre d'erreurs qui me sont produites. Et il nous dit quoi? Il nous dit que dans ce contexte, regardez, vous avez tous les messages d'erreur qui sont sortis ici sur la console, mais il nous dit bien que dans ce contexte, il y a des choses qui sont déclarées comme étant privées. Bon, du coup, le message que vous avez ici en plusieurs parties, une partie se retrouve dans ce point CPP, une autre partie se retrouve dans le point H. Mais en gros, les deux parties sont intimement liées, ces messages vont de pair. Voilà. Bon, eh bien, si je reviens au niveau de cette structure, le fait d'avoir une structure avec des champs privés, ça revient à avoir une autre syntaxe, c'est la syntaxe classe. Classe, ça vient de classification, si vous voulez. Donc c'est pour dire, voilà, on va classifier nos types, on va définir un nouveau type. Donc ici, j'ai mon type rational, sauf que ces éléments-là sont privés. J'ai sauvegardé, je ne sais pas si vous regardez bien les messages produits, nous avons très exactement les mêmes messages. À savoir que nos données sont privées. Donc déjà, on peut dire qu'une structure avec des champs privés, ça revient à avoir une classe. Parce que les niveaux de visibilité par défaut d'une structure, c'est public, classe, c'est privé. Maintenant,
Je n'ai jamais dit qu'on était obligé dans une classe d'avoir tout l'ensemble des membres de cette classe privée. C'est pas vrai. Nous avons le droit d'avoir une section publique dans laquelle, pourquoi pas, nous pourrions y définir un certain nombre de fonctions. Bon, bien que le terme de fonction ne soit pas réellement adapté ici dans ce cas-là. Des fonctions qui sont membres d'une classe ou membres d'une structure, c'est pareil, hein, à la visibilité par défaut près. Ces fonctions, nous les appellerons des méthodes. Une méthode, c'est donc une fonction qui est définie à l'intérieur d'une classe. Je vous propose de coder 4 fonctions. Donc un getNumerator. Ce getNumerator, quand nous allons l'invoquer au niveau d'un rationnel, il est censé juste retourner, get, la valeur du numérateur. Donc normalement, l'objet est censé rester inchangé. Le rationnel sur lequel on va travailler ne doit normalement pas changer d'état. C'est ce que je dis ici en rajoutant le const en fin de construction. Je rajoute un autre membre, le setNumerator. Pour changer un numérateur, il faudra que je passe une nouvelle valeur. Bien entendu, si je change le numérateur, mon rationnel va changer. Il est donc hors de question que je mette ici un const. Je fais la même chose pour mon dénominateur. Donc ici, get dénominator et un set dénominator. Bon, et nous avons un nouveau dénominateur. Parfait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons coder ces 4 fonctions membres de ma classe, ces 4 méthodes. Pour ce faire, je vais rajouter un nouveau fichier qui sera un fichier de code source. Je vais l'appeler rational.cpp. Ces 2 fichiers vont de pair. Nous avons ici la déclaration de notre type rational et ici l'implémentation de ce type. Bon, bien entendu, nous commencerons par inclure le point .h, rational.h. Vous avez vu, je suis allé peut-être un petit peu vite, mais là je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai fait CTRL espace et le système me propose un certain nombre de fichiers que je pourrais inclure. Et le premier qui voit en termes de fichier .h au niveau de ce dossier SRC, c'est Rational, donc il me le propose par défaut. J'ai donc cliqué sur Entrée pour l'auto-générer. À partir de là, je peux venir ici et récupérer ce bloc-là. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Et donc, nous allons enlever les points-virgules et nous allons y mettre un bloc pour implémenter ces fameuses méthodes. Bon, pour autant, attention, si je m'en arrête à ça, là ce que je suis en train d'implémenter, de coder, ce sont des fonctions, type de retour, un nom et un certain nombre de choses. Donc moi ce que je veux, c'est pas implémenter des fonctions, ce que je veux implémenter, ce sont des méthodes qui sont membres de mon type rational. Pour ce faire, il convient de rajouter rational : pour faire le lien avec le type de données dans lequel nous venons de définir ces fonctions, ces méthodes. Parfait. Du coup, les codes sont relativement simples. Ici, je vais faire un return, et l'idée, c'est de renvoyer par rapport à l'objet courant, l'objet sur lequel je vais travailler, de renvoyer son numérateur. Vous avez un mot-clé qui vous est fourni par le langage. Ce mot-clé, c'est this. This, ça représente, c'est un pointeur qui pointe sur l'objet courant. Comme c'est un pointeur, je vais mettre this flèche. Et puis vous voyez, ici l'atelier semble comprendre ce que je lui demande. Il a bien reconnu que this était de type rational. Le type de this, c'est un nombre rationnel. Parce que nous avons une méthode de ce type. Donc ici, il me propose tout ce sur quoi j'ai accès. Et donc, effectivement, j'ai accès à mes 2 données, numérateur et dénominateur. Pourquoi ? Parce que ces méthodes font partie du type. Elles sont déclarées à l'intérieur du type, donc elles en font partie. Donc elles ont un accès direct à ces deux champs.
Bon, ces champs, nous les appellerons désormais des attributs. Nous avons deux attributs de la classe rational, le numérateur, le dénominateur. Très bien. Donc ici, je peux faire un retour, un return de this flèche numérateur. Bon, si jamais on me demande de changer, ce que je vais faire, c'est que sur l'objet courant, sur this, je vais modifier son numérateur en lui passant la nouvelle valeur qui m'a été donnée par ma fonction. Très bien. Je fais à peu près de même pour le dénominateur. Par contre, là, les choses vont changer. Effectivement, le dénominateur, on a toujours notre problématique qu'un dénominateur ne peut pas être nul. Donc là, il va falloir me faire confiance, parce que je vais vous montrer un concept, mais que je n'expliquerai que bien plus tard dans d'autres tutos. Donc pour le moment, on va accepter des choses sans trop chercher à les comprendre. Mais donc, je vais inclure ici une en-tête particulière. C'est une en-tête système, donc je commence par des inférieurs supérieurs. Et donc, elle s'appelle std except. Ce fichier, cette en-tête, définit un certain nombre de types d'erreurs que je peux utiliser dans mes programmes. On parle d'exception. Une erreur en C++ est une exception. Ces types sont définis dans l'espace de nom std, l'espace standard. Parfait. Et donc ici, si mon nouveau dénominateur, si la valeur qu'on me passe au niveau de cette fonction, si c'est 0, dans ce cas-là, j'ai un souci. Donc je décide de déclencher throw une exception de type runtime error. Et là, je dis qu'un dénominateur cannot be nul. Si par contre la valeur est cohérente, dans ce cas-là, je stocke dans l'objet courant la nouvelle valeur du dénominateur. Il faut bien comprendre que si jamais nous rentrons sur cette ligne-là, il y aura un arrêt immédiat de notre programme. Parfait. Je reprends maintenant le main.cpp. Nous avions donc interdiction absolue d'accéder en direct à mes deux attributs, numérateur et dénominateur. Mais maintenant, ce que je peux faire, c'est passer par mes méthodes. Donc ici, je récupère... Ah oui, c'est un set, excusez-moi. Je fais un set numérateur et je fais donc un set dénominateur à 0. Bon, regardez, je viens de sauvegarder. Déjà, ces deux lignes-là, il n'y a plus d'erreur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai interdit l'accès en direct pour imposer de passer par mes méthodes. Et des méthodes, en quelque sorte, sont des fonctions. Et l'intérêt de la fonction, c'est de pouvoir y avoir factorisé un traitement et notamment toutes les vérifications sur les nouvelles valeurs engagées. Et donc, où les valeurs sont correctes, où une erreur sera produite. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que mon erreur, je ne vais plus la voir sur cette ligne-là. Maintenant, l'erreur, elle a été déportée ici. Avant de commencer à exécuter, pourquoi pas 100 millisecondes de traitement. Donc du coup, en termes de debug, ça va être bien plus simple pour nous de pouvoir stabiliser notre application, parce qu'on va pouvoir trouver l'erreur au plus tôt. D'accord ? Notez que dans un debugger, je pourrais mettre des points d'arrêt et bien m'apercevoir que c'est bien au niveau de cette ligne-là que mon erreur survient. Parfait. Bon, du coup, nous avons encore quelques petites erreurs parce que effectivement ici, nous faisons encore appel aux attributs en direct. Donc je vais préférer passer par mes méthodes d'accès. On parle de getter et de setter, peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette terminologie-là. Donc ce sont les méthodes d'accès à mes attributs. Il faut savoir, on parle aussi de propriété. Pour un bon nombre de personnes, propriété ou attribut, souvent il y a un amalgame qui est fait et on mélange un petit peu les choses. Alors qu'en vérité, les choses sont bien différentes. Ça, c'est un attribut, c'est mon numérateur. Ça, c'est la propriété d'accès à l'attribut numérateur. Il faut savoir que dans certains langages, je pense à C# par exemple ou à Python, vous avez des syntaxes qui vous permettent d'introduire vos propriétés. En C++, il n'y a pas de syntaxe particulière, il n'y a que des conventions de codage et donc assez classiquement, les fonctions d'accès en lecture, elles sont préfixées get
Et de même, les fonctions d'accès en écriture sont préfixées d'un set. Très bien. Donc si on regarde bien, là, notre projet maintenant recompile et nous n'avons plus aucune erreur. Je tente un démarrage de mon programme. Et notez que cette fois-ci, nous avons toujours une erreur, mais notre erreur, on a un message un petit peu plus clair, on a un problème de dénominateur qui est à nul. J'aurais pu, dans un débugger, noter dans Eclipse, vous pouvez lancer le débugger via cette syntaxe-là. Bon, ça nous aurait permis de pouvoir nous rendre compte qu'on aurait craché précisément sur cette ligne-là. Et donc, du coup, l'affichage n'a jamais eu lieu. Je n'ai jamais réussi à mettre mon nombre rationnel dans un état incohérent. J'ai planté le programme avant de le faire. Voilà en gros à quoi correspond l'encapsulation. J'ai sécurisé mon type de données. Et donc, je détecte mes problèmes beaucoup plus tôt. Parfait. Bon, bien entendu, si je passe une valeur cohérente, là, il n'y a pas de souci. Et mon programme fonctionne correctement. Attention, vous pourriez être surpris ici du fait d'avoir 0 et non pas 0,5, mais il ne faut pas oublier que int getNumerator renvoie un int. Un int divisé par un autre int, dans ce cas-là, c'est la division entière qui s'applique. Donc la division entière de 1 par 2, ça fait bien 0. Il faudrait que l'un des deux soit flottant pour avoir une division flottante. Regardez, je m'amuse ici à caster, pourquoi pas en flotte ou en double, mais en tout cas en nombre flottant. Et donc du coup, si je relance le programme, cette fois-ci, j'ai bien un 0,5 qui me sera retourné. Dans tous les cas, je n'ai pas planté sur la division par 0, j'ai planté lors de la tentative de changement de valeur. Du coup, pour aller un petit peu plus loin, j'ai quand même un souci. Regardez, je copie cette ligne-là et je la mets entre la création de ma variable et juste avant les changements d'état initiaux. Si jamais je sauvegarde ça et que je cherche à relancer mon programme, ah ben tiens, là j'avais un 0. Alors ça, c'est un coup de bol extraordinaire. Pourquoi? Parce que n'oubliez jamais qu'en C++, quand on crée une variable, si vous n'avez pas demandé à initialiser celle-ci, son état initial est non déterminé. Alors on le voit bien, mon numérateur, on avait cette valeur-là. Bon, par contre, c'est parfait parce qu'on s'aperçoit que sur le dénominateur, on est dans un état incohérent. Ça veut dire que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on a quand même un petit souci. C'est que, ok, par la suite, si je fais des changements d'état, je vais pouvoir contrôler ces changements. Par contre, lors de la création de mon objet, je n'ai pas forcément eu le choix pour vérifier si mon état initial était cohérent. Cela peut se régler. Il y a un autre concept. Donc, regardez, je vais mettre quelques commentaires juste avant ici pour rappeler. Là, nous avons noGetter ou setter et aussi appelé propriété. Parfait. Mais nous avons d'autres concepts d'objets, et notamment la notion de constructeur. Donc un constructeur, c'est encore une fois une méthode, quasiment une fonction si vous préférez. Par contre, il y a quelques règles de syntaxe qui permettront à C++ de comprendre que c'est le constructeur. La première règle, c'est qu'il ne faut pas mettre de type de retour, même pas void. On ne met rien. Techniquement, il ne faut pas mettre de mots spécifiquement par rapport au type de retour. Deuxième règle importante. Un constructeur doit avoir le nom de la classe. Je suis sur la classe Rational. Le constructeur s'appelle Rational. En gros, vous pouvez définir autant de constructeurs que ce qu'il pourra vous être utile. Ici, j'en ai un, mais j'aurais pu envisager avoir un autre constructeur qui permette de travailler à partir d'une valeur pour mon numérateur et d'une autre valeur pour mon dénominateur. Ça me permet de pouvoir directement créer un objet, pourquoi pas à 1,5. Bon, si je ne passe pas de valeur, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on soit à 0 sur 1. Le fait d'avoir deux fois une même méthode
de même nom, mais avec des signatures différentes, on appelle ça la surcharge. Donc ici, j'ai de la surcharge de constructeurs. D'ailleurs, j'en ai pas un, j'en ai deux. Deux constructeurs avec surcharge. Parfait. Bon, maintenant, nous allons implémenter ces deux méthodes, ces deux constructeurs. Nous devons plus ou moins reprendre la même syntaxe qu'ici, à savoir, il faut que je dise que ce constructeur, c'est celui qui est rattaché sur la classe Rational. Alors vous pourriez me dire, oui, mais si on a l'obligation d'avoir le même nom, c'est un peu redondant de mettre Rational Rational. Je peux en convenir, mais dans tous les cas, c'est la syntaxe de C++ et il faut qu'on la respecte. Et à partir de là, nous allons devoir maintenant initialiser nos attributs. Bon, pourquoi pas, ici, je peux faire un this flèche num, et c'est égal à quoi? Non, excusez-moi, un this flèche set numérator, c'était comme ça que je le voulais, et donc je peux lui passer le nouveau numérator. L'avantage ici de passer par les méthodes, c'est que du coup, s'il y a des contraintes particulières, je vais les rejouer. Je peux aussi faire un this.setDenominator avec ma valeur de dénominateur. Par contre, ici, là les choses sont plus simples. On peut avoir 0 sur 1, par exemple. Vous auriez deux façons de faire, c'est soit je reprends un petit peu des syntaxes équivalentes à celle-ci, mais je peux aussi ici dire 2 points et dire que mon numérateur, je l'initialise avec 0 et que mon dénominateur, je l'initialise avec 1. Nous avons ici ce qu'on appelle la liste d'initialisation. Cette liste d'initialisation définit l'état initial 0 sur 1. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un petit message, un warning. Alors, notez bien une chose, en vérité, ce warning n'a pas été retourné par GCC. Il a été retourné par Eclipse à proprement parler. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit simplement que je n'ai pas utilisé la liste d'initialisation que je viens de vous monter sur la ligne du dessus. Bon, c'est normal, j'ai voulu le faire en invoquant mes setters. Si jamais vous voulez lever le warning, vous pouvez néanmoins reprendre la chose de cette manière et le faire ici. Alors vous pourriez me dire, pourquoi passer par là? Parce que le numérateur n'a aucune contrainte. Je pourrais ne l'affecter qu'une seule fois, une fois pour toutes, et puis ne pas faire ça. C'est vrai, pourquoi pas. Par contre, on a quand même un petit souci, c'est que là, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire le check sur le dénominateur, la vérification sur le dénominateur. Et ici, si j'avais passé une valeur, à savoir den, le test n'aurait pas eu lieu. Donc je préfère autant avoir cette syntaxe-là. Et donc, bon, à vous de voir, on peut même imaginer mettre sur 0 sur 1 par défaut, puis après réinvoquer les deux autres. Bon, du coup, on fait deux fois l'affectation sur l'objet, ça peut se discuter. Donc allez, histoire de varier les syntaxes, pour le moment, je laisserai mon code de cette manière-là. Arrivé à ce stade-là, regardez. Si jamais je reviens sur mon main, et que là j'affiche l'état de mon objet. Par défaut, j'ai 0 sur 1. Ensuite, je modifie l'état de mon objet. Puis j'affiche l'état modifié, 1,5. J'aurais pu éventuellement directement ici mettre 1,2. Ça aurait pu me faire gagner ces deux lignes-là. Et donc, d'entrée de jeu, je le crée sur 1,5. Regardez, ça revient au même, sauf que là, les deux affichages seront strictement à l'équivalent, mais ça veut dire que je le crée directement dans cet état-là. Et puis c'est vrai qu'on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe si je fais 1 sur 0. Tout vient de recompiler, je relance mon programme, et donc là, nous avons bien une erreur qui est déclenchée, mais très précisément sur cette ligne-là.
nous n'avons pas pu créer R dans un état cohérent. Donc une erreur a été déclenchée et donc mon dénominateur ne peut pas être nul. Parfait. Allez, je rajouterai une dernière petite chose. Regardez, je vais commenter ce constructeur. Et du coup, je vais le retirer d'ici. Pourquoi je vous propose de faire ça? Eh bien parce que ici, on aurait même pu mettre ce qu'on appelle des valeurs par défaut. J'aurais pu dire que par défaut, mon numérateur, s'il n'est pas précisé, c'est 0, et que mon dénominateur, s'il n'est pas précisé, c'est 1. Des valeurs d'initialisation comme ça, de paramètres, des valeurs par défaut de paramètres, ne se mettent que et uniquement que dans le point H. Vous ne devez pas les reprendre ici au niveau du fichier CPP. Regardez, je reviens sur cet exemple-là, je me remets sur un demi, tout a bien recompilé, je lance mon programme, on est bien sur un demi. Si jamais je passe 3 uniquement, je crée un rationnel à partir d'une seule valeur entière, 3. Ben, notez que par rapport à tout à l'heure, on y a même un petit peu gagné parce que ça marche. Maintenant, mathématiquement parlant, si on réfléchit 2 secondes, c'est quoi une fraction, c'est quoi un entier par rapport à une fraction? C'est vrai que les types sont un petit peu compatibles. 3, c'est une fraction dont le dénominateur vaut 1. Du coup, ça tombe bien. Parce que nous, dans notre exemple, nous avons bien fixé comme valeur par défaut du dénominateur, si jamais il n'était pas précisé, la valeur 1. Donc le 3 va pour le numérateur, le dénominateur sera à 1. Vérifions si ça marche. Nous sommes bien 3 sur 1. Parfait. Au pire, je n'ai strictement rien mis. Et dans ce cas-là, on en revient à ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir, on est sur 0 pour le numérateur et 1 pour le dénominateur. Ce sont bien les valeurs que j'ai ici précisées. Du coup, bien entendu, si vous avez créé l'objet avec un état initial, vous pouvez par la suite le faire changer d'état en passant par les setters. On revérifie. Et donc, nous avons bien maintenant un demi. Donc voilà qui m'a permis de commencer à introduire le concept d'encapsulation. Et donc ce concept a été, comment pourrais-je dire, a fonctionné à partir de 2 choses fondamentales. La notion de propriété qui me permettent de contrôler les changements d'état sur mes attributs. Et la notion de constructeur qui me donne l'état initial de mon objet. À partir de là, je vais m'arrêter ici et sur le prochain tutoriel, nous regarderons un petit peu comment gérer sensiblement mieux l'affichage en nombre rationnel. C'est vrai que là, vous auriez pu me dire pourquoi ne pourrions-nous pas faire un cout inférieur de R, inférieur 1 del. C'est vrai que cette possibilité aurait pu être intéressante. Mais dans ce cas-là, il faut que je redéfinisse certains opérateurs de la classe. C'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel. De même, est-ce qu'on peut ajouter 2 nombres rationnels ensemble? Si nous redéfinissons l'opération d'addition pour les nombres rationnels, oui, nous allons pouvoir le faire. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci.